Des monstres, des landes et des dés. Cette semaine, on a joué à Monsterlands. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le dos de la boîte, l'émission qui parle de jeux de société en se concentrant sur les univers qu'il propose. Cette semaine, nous avons joué à Monsterlands de Victor Fernandez, Gorka Mata, Sergi Solé Pascual et Daniel Schlosser, sorti en 2018 chez Second Gate Games. Je suis accompagné par Xenopath, salut! Bonjour Max. Ça va bien? Ça va et toi? Mais ça va super, on est encore là une nouvelle fois pour parler d'un nouveau jeu, d'un nouveau dos de la boîte. C'était donc Monsterlands. Qu'est-ce que tu en as pensé à chaud? Bien chaud, je dirais que c'est un jeu monstre bien. Ah là 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 là, ben moi je dirais que c'est un jeu monstre nul. Je pense que pour la première fois, on va probablement pas être d'accord. Ah, c'est bien possible. Et tant mieux, comme ça, peut-être que les gens trouveront ça moins chiant, je sais pas, mais... On n'est pas des clones en fait. En fait, on n'est pas des clones, exactement. Donc là, on a des avis un peu divergents sur le jeu. Avant de rentrer profondément dans ce jeu, dans ses règles et dans ce que c'était, je vais vous lire le dos de la boîte. Monsterlands vous amène dans le dernier bastion d'un royaume se battant pour sa survie contre des monstres maraudeurs. Placement d'ouvriers, gestion de ressources et manipulation du résultat des dés dans un environnement hautement compétitif et avec un thème fort. Menez votre clan à la gloire. Et c'est tout. C'est assez court. Ah ouais, c'est très court. Ouais, c'est très très court. C'est le plus court qu'on ait lu jusqu'à présent, je crois. C'est bien possible. Bon, il y a comme des éléments qui sont donnés, tu vois. Il y a quand même des mécaniques de base un peu qu'on retrouve. Par contre, c'est vrai que là, pour raconter une histoire, c'est pas encore ça. Ah, mais en tout cas, il promet un thème fort. Un thème fort. Voilà, j'espère que vous allez bien retenir ça. Tu spoil. Non, je tease. Ah, tu teases. Je tease. Donc, le dos de la boîte, il dit pas grand-chose. On voit un plateau avec plein de dés, plein de tokens, plein de choses. Donc, évidemment, on ouvre la boîte et puis on regarde ce qu'il y a dedans. On regarde ce qu'il y a dedans. Évidemment. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a plein de petits tokens, des pièces d'or, des potions, des boucliers, des jetons de mercenaires, plein de cartes. Ouais. Non, la boîte est bien remplie. La boîte est assez bien remplie. Le plateau est pas très grand, mais on s'en fout parce que il y en a pas besoin. Non, c'est juste un plateau un peu informatif comme ça. Ouais. Et oui, parce qu'ils ont parlé de placement d'ouvriers. Et oui. Le mot important. Le mot important, c'est voilà. Donc déjà, moi j'ai bien compris que ça va être un jeu de gestion, donc je suis déjà pas partant. Oui, mais c'est pas un jeu coopératif. C'est vrai. C'est vrai. Et ça, c'est un point important aussi. C'est vrai. Mais la prochaine fois, je te jure, on en fait un. Qu'est-ce qu'il y a à dire particulièrement sur le matériel? Donc, il y a un joli petit sac dans lequel on range des missions. Il y a des petites plaques pour mettre sur le plateau pour indiquer quelles sont les expéditions disponibles. On a un plateau personnel, je crois, qui a une piste de points de victoire. Tout d'un coup, j'ai un blanc. Oui, on a une piste de points de victoire, exactement, oui. Avec notre point de gloire. Et puis, c'est autour de ce plateau personnel qu'on met les cartes de nos héros. Exactement. Alors, ce sont des mercenaires. Des mercenaires et un chef de... C'est un clan, en fait. Même. C'est un clan de mercenaires. Exactement. Et puis, ce qu'on peut dire pour le matériel est assez joli quand même. C'est très coloré, c'est très graphique, comme ça, il y a beaucoup de dessins. Le matériel lui-même, en termes de matière première, on va dire, est plutôt de qualité. Tu vois, tu l'as bien en main, enfin, je veux dire, c'est pas des petits tokens tout pourris. Ouais, tout à fait, c'est pas cheapos. C'est pas cheapos, c'est une vraie boîte bien remplie. Tu sens qu'il y a eu l'investissement pour la qualité. Et ça, c'est quand même important. Un petit bémol que j'avais déjà noté une fois dans Dead Man Tell No Tales, et j'ai réussi à le dire du premier coup, il y a des mercenaires, des mercenaires féminines qui sont très dénudées. Moi, j'aime pas du tout ça parce que du côté masculin, par contre, c'est pas le cas. Et il y a vraiment 2-3 trucs, c'était pas obligé de le faire. Et j'ai regardé vraiment toutes les cartes, même celles qu'on n'a pas vues pendant la partie. Et franchement, je me suis dit qu'il y avait quand même un gros problème. Et visiblement, c'est quand même un choix des auteurs ou de la boîte d'édition. Oui, c'est un choix des auteurs. Ouais. C'est des dessins qui ont été demandés. Ouais. Voilà, parce que les illustrateurs en question, je suis allé voir leur boulot, ils font pas trop ça. Et ouais, je me dis, on est en 2018, les gars, mais bref, je les trouve. Alors, j'ai vu sur le net,
ça c'est un petit spoil, j'ai vu sur le net que la plupart des gens en fait aimaient beaucoup le matériel et aiment beaucoup les dessins, le graphisme et tout. Oui. Moi je trouve que ça casse pas des briques, très sincèrement. Moi j'ai bien aimé, ça me parle, c'est très bande dessinée, c'est très très bien fait, c'est vraiment de la qualité de dessin comme ça, avec un style assez original, je trouve. Vraiment un style bande dessinée. On a même pensé que c'était inspiré d'une bande dessinée. C'est vrai. Tellement c'était graphique, bande dessinée. Je sais pas comment on dit, quel est l'adjectif pour ça. Mais il y a un côté comics, il y a un côté très Landfeust de 3. Même. Voilà, et on se demandait, est-ce que c'est pas un univers proche de Landfeust? Parce que ça ressemble vraiment à ce genre de dessin comme ça, les personnages sont hyper expressifs. Ça met bien en valeur comme ça. Chaque personnage a presque son identité, parce qu'il n'y a pas de texte pour les personnages. Il y a que sa tronche et son nom. Oui. Alors les noms, bon, bah, ils sont pas toujours très drôles. Parfois ils le sont, mais par contre graphiquement, chaque personnage a vraiment sa propre identité comme ça un peu. C'est quand même un bon point pour moi, le fait que la forme soit mise en valeur. Alors disons que quand on met le jeu en place, donc on s'installe avec nos petits plateaux de clan, avec notre track de points de victoire, nos premiers héros, on choisit donc un chef de clan et puis un premier mercenaire. Ouais. On va prendre nos petits trucs de départ, on a un peu d'or, on a un petit peu de choses comme ça. Quand on s'installe, effectivement, le premier truc auquel on pense, c'est que c'est pas un jeu de gestion du tout, c'est qu'effectivement, on va avoir un clan de mercenaires, on va aller fighter des monstres. Ouais. Y a déjà un monstre sur une colline là qu'il faut aller ravager. C'était un marécage, je crois. C'était un marécage. Ouais, mais ça ressemblait à une colline de loin. C'est pas possible, c'était un marécage. Et puis, donc tout ça, c'est assez ok, pourquoi pas. Voilà. Ouais. À ce moment-là, je me dis que peut-être ils peuvent trouver un truc, parce que même si j'ai bien compris que c'était du placement d'ouvriers, ok, ça peut quand même le faire. Ouais, ça semblait pas être que ça. On a déjà dit que les jeux de gestion, c'est pas un autre plus grand délire. Si ça avait été que un jeu de gestion très abrupt, moi j'aurais pas eu le même entrain. Moi j'ai assez eu envie de tester. On connaissait pas ce jeu, ni toi ni moi, je crois. Oui, on n'avait jamais joué ni l'un ni l'autre. On n'avait jamais joué ni l'un ni l'autre. Donc j'étais assez. Moi, le graphique m'a appelé et j'étais prêt à me lancer dans cet univers-là. J'étais assez ouvert. Ouais. Et puis c'est vrai que quand on a lu au dos un thème fort, évidemment, il fallait qu'on le fasse. Alors évidemment, le thème fort, c'est drôle parce que tu dis thème fort, mais tu l'expliques pas. Tu vois, tu dis j'ai un thème fort. Hein, okay. C'est vrai. Alors comme le dos de la boîte n'en parle pas, je peux vous lire, je peux te lire même vite fait le petit pitch du début des règles. Ah oui, volontiers. Ouais. Alors voilà, je vais un peu le paraphraser, mais en gros, ça parle d'une reine, la reine Guimelda, qui est totalement désespérée, puisque ses terres sont tombées aux mains de monstres maraudeurs. Ça, ils avaient déjà dit, les monstres maraudeurs. Ça doit être un clan, hein, les maraudeurs, j'imagine. Elle s'est retranchée derrière les murs de la citadelle des terres de la discorde. Et par le passé, la reine régnait sur un fier royaume aux luxuriantes terres de feu, d'eau, d'air et ben non, de jungle. Maintenant, tout cela n'est plus que désolation. Donc, en gros, le roi est mort, la reine semble seule et a décidé de demander à des clans de mercenaires, donc qu'on représente, d'aller reprendre les terres du royaume de la discorde. Et je crois que c'est pas l'histoire où elle offre la couronne aux vainqueurs, c'est ça ? Et à la fin, exactement, elle propose, un seul d'entre eux pourra réclamer la couronne. Donc en gros, elle veut pas rester reine. Je vois pas le délire, mais pourquoi pas ? Ouais, écoute. Et donc, qui deviendra le prochain roi ou la prochaine reine, du coup, parce qu'il y a des chefs masculins et féminins, pour le coup. Moi, j'avais pas compris ça, en fait. Quand j'ai joué, j'ai pas du tout capté ça. Maintenant, on avait compris qu'on se battait pour la gloire, en gros. Moi, je croyais que c'était que la gloire. Le clan le plus prestigieux, mais c'est vrai qu'on n'avait pas bien capté qu'il y avait l'enjeu de... en fait, je vais être le nouveau roi. Parce qu'il n'y a aucune action que tu fais envers le gouvernement d'un royaume. Ah ouais, non, pas du tout. Toi, tu fais pas du tout ça. En gros, t'amasses des richesses, des trésors, tu tues des trucs. Tu vas à la mine récolter de l'or, donc si tu veux. Voilà. C'est vrai que ça, c'est étonnant, l'histoire de dire, bon, si t'es super, je te donne mon royaume. C'est vraiment cool. La reine, elle est sympa. Hein. Mais du coup, ça se rapproche presque d'un univers que toi, tu pourrais apprécier. C'est très social comme ça. Oui, mais ça manque un peu... Là où je te rejoins, par contre, c'est que c'est pas très cohérent. La reine qui donne son royaume, qu'elle donne des terres au clan vainqueur parce qu'il a réussi à reprendre des parties du royaume, évidemment. Qu'elle le couvre d'or et de gloire et que son nom soit inscrit dans les halls éternels, ok. Mais qu'elle lui donne la couronne, genre bon bah écoute, bien joué, tiens. C'est bizarre parce qu'il y a aucune mécanique liée à ça dans le jeu. Il y a pas de gestion de royaume. Non, c'est juste pour le flop, mais c'est pas très grave, franchement, parce que c'est assez anecdotique. Mais je crois que ce que ça veut dire, ça montre un peu, la reine, elle est un peu sympa, elle est un peu désespérée, elle a besoin d'aide, quoi. Donc en gros, elle essaie de motiver les gens. Oui, alors a priori, en plus, on comprend que si on n'arrive pas à buter les monstres, ils vont venir ravager la citadelle. Ah, ils vont carrément venir la ravager. D'ailleurs, il y a une mécanique dans le jeu, on en parlera sûrement, qui fait que la citadelle est réellement ravagée. Et puis, personne n'a envie de ça, évidemment. Ouais.
Ce qui nous a fait penser d'ailleurs qu'on pouvait perdre le jeu tous, mais en fait non. Apparemment pas. Apparemment ouais, pas. ouais. J'aurais trouvé ça amusant. Le système de jeu, en 2 mots. En fait, on va parler de la partie. Je trouve vraiment qu'il n'y a pas grand-chose à raconter sur notre partie. Enfin, si, il y a 2-3 trucs marrants. Sur la tienne, peut-être. Sur la, sur la mienne en particulier. Mais du coup, je vais vous raconter un peu, enfin, je vais vous expliquer un peu les règles, on va parler de tout ça. C'est un système donc de course au point de victoire, évidemment. L'idée, c'est que on va avoir des points de gloire, qui sont tout simplement les points de victoire, qu'on va engranger en partant tuer des monstres, en prenant le contrôle de territoire, ou en accomplissant des petites missions qui sont peu risquées, ça c'est les règles qui le disent, elles sont peu risquées, et elles rapportent très peu de gloire, évidemment, hein. Peu de risques, peu de gloire. Ouais, tout à fait. À vaincre sans péril, on triomphe sans problème. Exactement. Et on a donc une partie du plateau qui représente la citadelle, où on va installer des dés. Donc en fait, les mercenaires nous donnent des dés. Ils sont pas représentés par les dés, hein. C'est pas ce que je veux dire. Non, on a une carte de mercenaire. Voilà. Et son pouvoir, c'est les dés. Et son pouvoir, c'est les dés. Donc, au début du jeu, chaque mercenaire, chaque chef donne la même chose. Un dé rouge, un dé jaune ou un dé violet, je sais plus. Ouais. Peu importe. Et on va, comme ça, cumuler tous les dés de tous les mercenaires qu'on a. Donc, au début, on en a 3. En gros, pour schématiser, on a 3 actions, quoi. 3 dés, 3 actions, 3 ouvriers. Voilà. Ouais. Ça fait des poules de dés. En fait, les dés sont les actions. Les dés sont les actions. Exactement. Voilà. Et donc, on envoie nos dés, soit, par exemple, au bazar pour acheter une arme, ou à la mine pour récolter de l'or, ou etc., etc. Donc ça, c'est vraiment très classique dans les placements d'ouvriers. L'idée, c'est de se mettre en premier sur l'action la plus intéressante, ou en tout cas d'aller acheter la chose qui donne envie aux autres d'être le premier à pouvoir l'avoir. Ouais. Bon, mais en fait, ça marche pas très bien, parce que comme l'offre de ce qu'on achète est toujours remplie, il n'y a pas vraiment d'intérêt à être le premier. Le seul intérêt à être le premier, c'est que si tu as vraiment quelque chose qui correspond à ce que tu es en train de faire, qui est vraiment en adéquation avec ce que tu as mis en place. C'est quand même plutôt rare. On n'était que 2 aussi, donc forcément il y avait de la place. Normalement, le jeu de placement d'ouvriers, tu es censé un peu prendre la place d'un autre. Là, il y avait toujours de la place. Par contre, il y a quand même le système des dés jaunes, qui sont les dés de persuasion, qui te permet de réduire les coûts. Ah ouais, alors on n'a rien compris. Non, on a compris, mais pas tout de suite. Alors, en fait, il s'est trouvé que quand on a décidé de choisir ce jeu, je me souviens que tu as ouvert les règles au hasard, ouais. Et puis tu as lu l'exemple des dés de persuasion. L'exemple de jeu, ouais. Et je vais juste vous le lire parce que vraiment, c'est assez incroyable. Donc, si votre dé de persuasion est le premier dé de persuasion placé dans ce lieu, la réduction est égale à la valeur du dé. Réduire le coût de l'action de cette valeur. Si votre dé de persuasion n'est pas le premier dans ce lieu, comparez sa valeur avec le dé de persuasion précédemment placé. Si la valeur de votre dé est strictement inférieure, la réduction est égale à la somme des 2 dés, et si ce n'est pas le cas, elle est uniquement égale à la valeur de votre dé. J'espère que vous avez bien tout noté. En le lisant comme ça la première fois, ça va aucun sens. Ouais. Après, dans le jeu, je trouve que ça allait. En gros. Mais heureusement qu'il y a un schéma quand même. Hein. Heureusement qu'il y a un schéma, c'est vrai. Alors, ce qu'on peut dire par rapport aux règles, parce que c'est vrai que moi j'avais jeté un coup d'œil aux règles avant qu'on y joue. C'est un gros livre de règles. Il y a 25 pages, ouais. Il y a 25 pages, c'est beaucoup pour ce type de jeu, je trouve. Alors, c'est très joli parce que c'est très graphique, avec beaucoup d'exemples, avec beaucoup de dessins. C'est du papier glacé, enfin, magnifique. Mais au niveau de la compréhension, par contre, je suis pas sûr que ce soit toujours très clair. On a souvent été dans les règles pour vérifier des trucs. Les règles, j'ai envie de dire, peut mieux faire en termes de compréhension. Ouais, je mets ça sur une traduction peut-être pas chère. Possible. Ouais, il manque des mots des fois. Ouais, il manque un peu des mots et des répétitions. Bon. Les tournures sont un peu Google Trad, tout à fait. Un petit peu. Ouais. Bon, c'est pas la fin du monde, ça. Non, ça va. On a comme réussi à jouer. Et donc, en fait, on peut faire donc ces actions-là qui sont dans la citadelle, j'en reviens à ça, et on peut envoyer nos mercenaires, donc cette fois-ci les tokens de mercenaires, puisqu'on a des cartes qui représentent leur pouvoir, mais on a aussi des tokens, pour les emmener, accompagnés de dés, pour s'engager dans ces fameuses expéditions contre les monstres. Ouais. Dans le but de les fighter. Pour les tuer ou les capturer. Pour les capturer, il faut emmener des pièges avec soi, et le combat, en gros, va se faire, enfin la résolution des combats et des missions se fait dans un deuxième temps, une fois qu'on a fait toutes les actions de recrutement, on va dire, ou d'achat. Toutes les actions d'installation, ouais. Toutes les actions d'installation, de préparation. Alors, bon, tour 1, moi je me suis dit que j'allais me lancer dans une mission facile. Voilà. Elle était franchement facile. Franchement, elle était ultra facile, puisqu'il s'agissait d'envoyer un mercenaire, de mettre un dé dessus, donc facile, un seul dé, et au moment de la résolution, il fallait lancer le dé et il fallait pas faire 1.
C'est un dé à 6 faces, hein, donc on a 16% de chance de rater. C'est ça. Évidemment. T'es fort en maths. Oui, je t'en prie. Et évidemment, j'ai fait 1. Ouais, alors je crois que j'ai ri un peu. Évidemment. Alors, je vais pas dire complètement que je suis frustré, mais non content de faire en sorte que tu as investi une action, un dé, un mercenaire Au là-dedans. début, c'est cher. Non seulement tu rates, mais en plus tu perds des points de victoire. Oui, parce que quand tu fais 1, c'est pas seulement que t'as pas eu la récompense, c'est que tu perds la gloire. Tu perds des points de victoire. Et c'est là, je pense, on peut parler de pourquoi c'est si important que ça. Parce qu'en fait, il y a une mécanique dans le jeu qui est la gloire et la réputation. C'est 2 étoiles. La gloire, c'est donc la gloire totale de tout ton clan. Et la réputation, c'est le total de ce que valent un peu tes mercenaires. Il faut toujours que la gloire soit supérieure à la réputation, parce que ça va déterminer qui tu peux recruter. Les mercenaires ont un prérequis un peu. Ils viennent pas avec n'importe qui, tu vois. Bon, ça c'est amusant. Ça, c'est amusant, c'est très bien vu, en fait. Mais dans ton cas, c'était un monstre problème. Parce que du coup, tu t'es retrouvé, t'as perdu de la gloire, et du coup, tu pouvais plus acheter qui que ce soit. Et ça, Et ça, dans un jeu de placement de putain d'ouvriers, où tu dois justement acheter des mercenaires pour avoir plus de dés, plus d'actions, je vais vous dire que les 2-3 premiers tours, j'ai quand même pas bien rigolé. T'as pas bien rigolé, et c'est vrai que moi, au contraire, mes dés ont été sympas avec moi. Donc j'ai gagné de la gloire, de la réputation, j'ai pu acheter d'autres gens. Et puis il y a ce côté là, qu'on va sûrement redire, mais où en gros, si ça se passe bien pour toi, ça va continuer à se passer bien pour toi, de plus en plus. Et ce fameux snowball. Snowball, ou bien plus tu gagnes, en gros, où les riches deviennent plus riches. Ouais, ça devrait nous plaire, on est suisse, mais voilà, disons que c'est vrai que ça on l'a senti très vite, en fait. On a senti très vite que il fallait pas rater l'action du début à 16%. L'action à 16%, en fait, même pas seulement parce que j'ai raté l'action du tour d'après. Ouais, t'as cumulé. J'ai cumulé puisque au deuxième tour, j'ai essayé d'aller abattre un monstre et j'ai raté à 1 point près. À 1 point près, et moi j'ai pu l'achever, donc moi j'ai eu toute la récompense, toi rien. Ouais, exactement, ouais. Ah, c'était violent, enfin c'était... Ah ouais, plus tu perds aussi. C'est-à-dire qu'au début j'en rigolais, puis après tu te dis qu'il faut plus trop rire parce que c'est un peu cruel, quoi. Bah, disons que heureusement, moi je fais pas des jeux pour la victoire en particulier. Bah, je crois que ça s'est vu. Il faut savoir rester bon perdant. Voilà. Non, franchement, ça va. Je dirais pas que je l'ai vraiment mal pris, mais c'est vrai que donc le jeu dure 6 tours maximum, ou alors quand quelqu'un arrive à 30 points de gloire. Et clairement, au tour 3, la partie était déjà pliée. On savait ce qui allait se passer. Ouais, c'est une des mécaniques qu'on a cherché puis qui était pas évidente à trouver. C'était comment tu vas faire pour remonter. Parce qu'il y avait dans tous les jeux de gestion, ou les jeux en général d'ailleurs, il y a un peu la question de, ok, on est en train de voir qui est en train de gagner, mais comment on peut faire? Ce jeu-là, j'ai pas l'impression, on n'a pas vu en tout cas, une manière de proposer quelque chose qui permettrait de remonter pour peut-être renverser la vapeur. Et ça, c'est très old school d'ailleurs, dans les vieux jeux des années 90, des années 2000, début 2000, il y avait pas vraiment de mécanisme. Ouais, c'était un peu punitif. C'était un peu punitif. T'as Ouais. raté. T'as raté. Et il faut bien, mais en même temps, c'est pas grave parce qu'il y avait peu de jeux et du coup, tu rejouais toujours au même. Alors, on a découvert après la partie qu'il y avait des règles optionnelles qu'on n'avait pas utilisées, qui auraient peut-être pu permettre de renverser quelque chose. Effectivement, il y avait une petite règle optionnelle. Dans ce jeu, le premier joueur va toujours à celui qui est en train de perdre. Donc j'ai été premier joueur toute la partie. Et la variante, c'est qu'en fait, tu peux donner au premier joueur un bonus, un dé bonus, en fait, une action en plus de la couleur de son choix. Donc il peut en plus vraiment choisir ce qu'il veut faire. Donc ça lui donne, c'est pas énorme, mais ça permet éventuellement de faire un truc en plus qu'il n'aurait pas pu faire. Parce que je me suis retrouvé pendant un moment avec très peu d'actions et ne pas pouvoir acheter de nouveaux ouvriers, de nouvelles actions. C'est ça, parce que moi, par contre, je continuais d'acheter des héros, puis chaque fois qu'on achète un héros, on gagne des dés. Et chaque fois qu'on gagne des dés, on gagne des actions. Parfois 2 ou 3 actions. Donc il y a une espèce d'inertie monstrueuse qui fait qu'en gros, moi, je continue à gagner des dés quand toi, tu te battais pour en récupérer ceux de base, en gros, quoi. Ouais. Et ça, c'était un peu violent, ouais. À un moment donné, je crois que d'ailleurs, t'as arrêté de jouer, puis en fait, quand t'arrêtes de jouer, l'autre continue de jouer, tranquille. Ah oui, bon, ça c'est comme dans tous les jeux. Quand t'as fini tes actions, t'as plus d'ouvriers à placer. Non, il pourrait y avoir un certain nombre d'actions possibles. Ouais. Tu vois, le nombre d'actions pourrait être limité, mais pas là. Tant que t'as les dés, tu joues. C'est un peu same player, bim, 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 vas-y, je continue. Play again. Alors, c'est très cool pour moi parce que du coup, j'étais vraiment en train d'essayer de bâtir quelque chose. Mais à un moment donné, je suis plus très sûr qu'on jouait à 2. Alors, si, quand même. Mais justement, en parlant de bâtir quelque chose, est-ce que tu as eu l'impression de bâtir quelque chose? Parce que nous, perso, on était 2 dans notre clan, 2 ou 3. Alors, on n'a jamais eu de mort. C'est déjà pas mal. Moi non plus. Ouais, il n'y a pas eu de mort. Mais par contre, moi, j'ai pas tellement eu la sensation d'avoir un clan de mercenaires
que j'envoyais au combat ou j'envoyais faire des trucs. Pour moi, c'était des chiffres. Surtout qu'il n'y a pas tant de chiffres que ça, surtout des symboles sur les cartes. Ouais. Mais oui, tout à fait. Ouais, en gros, c'était ça. Enfin, j'avais plutôt des dés de couleur. Voilà. Alors, moi, dès le début, je sais pas si tu te souviens, mais les premiers personnages que j'ai choisis pour leur qualité graphique. Il y en avait un, une espèce de guerrier singe. Ça me faisait penser à un peuple singe d'un jeu vidéo. Enfin, je trouvais ça super. Et puis, je me suis dit, ok, je vais jouer ceux-là, cette espèce de singe agressif, mercenaire, un peu violent. Et puis, j'ai essayé de garder une espèce de cohérence par rapport à ça. Le chef, il est jamais parti en mission. Un peu en mode, il gère. Tu vois, il délègue. Il délègue. Et puis ensuite, on a recruté des mercenaires qui étaient prometteurs. Moi, j'ai ressenti quand même ce côté un peu où je devais diversifier mes compétences, où je pouvais, à un moment donné, j'avais, je sais pas, 5 ou 6 mercenaires, et je pouvais commencer vraiment à donner une spécialité à chacun. Et donc, à répartir les rôles un peu au sein du clan. Donc moi, j'ai plus ressenti quand même ce côté un peu de construction d'une espèce d'identité de clan, comme ça. On était le clan du feu, mais on a su s'allier avec les membres de la terre pour les bonnes compétences, par exemple. Oui, alors ça sert pas à grand chose d'ailleurs. C'est-à-dire que quand on va tuer des monstres, ils arrivent toujours sur un territoire. Ouais. Comme tu l'as dit, un marais au début. Moi, je voyais une colline, mais peu importe. Non, il y avait une goutte d'eau. Ouais, et alors il y a aussi des rivières en montagne, je veux dire. Pas bête, ouais. Ça existe. Et du coup, les mercenaires qui n'ont pas réussi à tuer le monstre, mais qui seraient engagés dans l'expédition contre lui, peuvent tenter par contre de conquérir le territoire. C'est ça. Si le monstre est mort ou capturé. Si le monstre est mort ou capturé. Et donc quand tu gagnes le contrôle d'une région, d'un territoire, tu le prends vers toi et tu peux nommer un de tes mercenaires gouverneur, en gros, de cette région. Il faut qu'il ait la bonne affinité. Donc ça sert qu'à ça, hein, l'affinité eau, air, jungle, je sais pas quoi. Ouais. Bon, ça fait des points à la fin aussi. Évidemment. Pour chaque affinité, tu as des points. Mais du coup, ça te pousse aussi à diversifier pour que chaque région qui sort soit conquérable, conquisable. Ouais. Qu'on puisse la prendre, quoi. Puisse la prendre, ouais. et donc ça pousse à la diversité, ce que je trouve intéressant. Ces régions, en plus, de nouveau, elles sont nommées. Il y a une espèce de nom un peu improbable. Et puis, tu vois juste un dessin. Là, j'avais un désert, le fameux marécage, et puis une montagne, un truc comme ça. Mais il y a quand même ce côté un peu où t'es pas vraiment en train de te construire un royaume, mais t'as envie quand même que chacun de tes mercenaires soit responsable d'une province importante. Tu vois, t'as envie qu'ils deviennent des gens, tu vois, on leur offre des terres, en fait. Alors moi, j'avais pas envie de ça du tout. C'est-à-dire que moi, tout ce que je voyais sur cette carte, c'était combien ça rapporte. Tu vois ce que je veux dire ? Non, moi, j'ai pas été intéressé par les pouvoirs. Moi, ce que je voulais, c'était conquérir le territoire. Parce que le simple fait de le conquérir rapporte des points de gloire. Ouais, justement, moi, ce qui m'intéressait, c'était les points. Et puis, éventuellement, le pouvoir qui va avec. Ouais, le pouvoir, c'est un peu anecdotique. Mais le fait que ce soit une colline, un marécage, c'est égal. C'est important par rapport à ce que t'as. Mais oui, tout à fait. En soi, oui. En termes d'ambiance. En termes d'ambiance, oui. Tu vas pas dire, moi, jamais je conquiers. Moi, vivant. Jamais de marécage dans le jeu. Non, il n'y a pas ça. Non, il n'y a pas ça, effectivement. C'est de matcher les affinités. Ouais. Je pense que là, peut-être, quelqu'un est en train de se dire, ouais, mais attends, du coup, tu fais que acheter des mercenaires, t'as toujours des actions illimitées, puis ça ne s'arrête plus. Ouais. Eh bien, oui, en effet. Mais il y a une petite mécanique pour empêcher ça. On pourrait dire, c'est que à la fin de chaque tour, il faut payer les mercenaires, parce que sinon ils se barrent en fait, tout simplement. Si t'as plus de thunes, ils se barrent. Donc il faut fournir du pognon en permanence. Il faut fournir du pognon en permanence. Plus tu as de points de victoire, plus il coûte cher. Ouais. C'est-à-dire qu'à la fin, chacun de tes mercenaires coûtait 3 pièces d'or, alors qu'au début il coûte 1. C'est ça. Donc c'est quand même un peu cher. Mais évidemment, parce que sinon le jeu ne permettrait pas autant de snowball, quand ils sont gouverneurs, ils s'en foutent, ils se barrent plus. Maintenant, ils ont des terres. Bah ouais, ils ont des terres, donc en fait, ils sont contents et ils continuent à bosser pour toi gratis. C'est ça, c'est pour ça que même avec mon nombre de mercenaires, à un moment donné, en fait, ça me coûtait pas plus cher que les tiens, par exemple. Et ça, c'est vrai que c'est un peu double peine, quand même. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que chaque province donne un pouvoir. Ah bah oui, ça serait pas marrant. Ah bah oui, on disait avant, c'est anecdotique, mais certains pouvoirs anecdotiques, c'est des actions en plus, des actions gratuites. Ouais, je dépense un dé, j'en gagne 3, par exemple. Je dépense un dé, j'en gagne 3. Tiens, il y a ces fameux trésors hyper compliqués à choper. Moi, je dépense un dé, je prends celui que je veux. Ah, c'est fort, ça. Ça, c'est un peu fort. Ouais. Il y a vraiment tous ces trucs un peu où moi, j'avais pas assez de dés pour faire tout ce que je voulais, en fait. Alors que toi, c'était l'inverse. Et en plus, le contre-coup, qui était le fameux coup des personnages, il était plus là, en fait. Moi, je comptais plus l'argent, je savais qu'ils seraient payés. Ouais. Vu qu'ils avaient des terres, ils étaient tranquilles. Oui, ça te permettait en plus d'en racheter encore des nouveaux. Voilà. Et puis si la partie avait dû durer encore plus longtemps, tu pouvais en racheter 1 ou 2 par tour. Ah, on aurait été 10 000 à la fin. Ouais. Ouais. Un sacré clan. un royaume. En fait. Nous, on était prêts pour la couronne, nous. Sans le savoir, en fait. Sans le savoir, c'est beau.
On était prêts. D'ailleurs, à la fin, je tiens à dire que le mercenaire, tu vois, pour dire un peu l'histoire que ça raconte, le mercenaire que j'ai le plus utilisé, c'est celui qui me permettait de conquérir des territoires plus facilement. Une espèce de ninja de la terre, là, un peu. Ah oui, qui se fondait dans la jungle. Là. Qui se fondait dans la jungle, et là, elle avait un bonus pour conquérir n'importe quel territoire, ce que je trouvais assez fort. D'ailleurs, elle m'a beaucoup servi. D'ailleurs, à la fin, elle est devenue chef du clan. Tu vois, un peu en hommage. Ah ouais. J'ai le premier chef, pardon, il est devenu gouverneur d'un territoire du feu. Et puis elle est devenue chef du clan, parce que le chef du clan non plus, tu le payes pas. Ah ouais. Non, mais toi non plus. Ah non, c'est vrai. Ouais. Et c'était un peu en remerciement pour service rendu, tu vois. Elle est devenue chef de la grande famille du clan des singes sauvages. Donc, non, mais je suis assez content que tu aies pu te raconter toutes ces histoires dans ta tête. Ça n'a pas été mon cas. Après, je vois d'autres problèmes, parce que là, et vous aurez compris que j'ai bien envie d'aborder les problèmes du jeu. Il y a des trucs vraiment, c'est tout con, mais on peut, quand on va affronter les monstres, le monstre nous tape toujours en premier. Ouais. Toujours comme ça, il lance un certain nombre de dés. S'il est dans un territoire qui matche sa propre affinité, il lance encore plus de dés, etc. Ouais, il est plus violent, ouais. Voilà, donc ça c'est quand même difficile. Donc quand on y va, en sachant que chaque mercenaire a juste 2 points de vie, il faut vraiment pas se rater. Donc on va emmener avec soi des potions, des boucliers. Voilà. Bon, alors déjà, il y a un truc vraiment incompréhensible, et on a cherché pendant 15 minutes, je crois, la réponse à cette question. C'est à quoi servent les boucliers, étant donné que les potions font la même chose en mieux. Oui, ça c'était bizarre, parce que la potion, tu peux la dépenser quand tu veux, elle te protège la mort, et le bouclier, tu dois le prendre avec, il est perdu quoi qu'il arrive. Et il prend de la place, et il t'empêche d'en prendre des dés. Voilà, ouais. Il prend la place de dés, et il fait rien d'autre qu'encaisser une blessure. Donc on était vraiment... Et il est perdu si jamais tu l'as pas utilisé. Voilà. Et en plus, il coûte de l'or alors que la potion coûte juste un dé de magie. Donc vraiment... pire que ça, pour un dé de magie, t'as 3 potions. Ah ouais, 3 potions, exactement. Alors que là, sinon, c'est 2 pièces d'or par bouclier. Le seul bénéfice que je peux voir, c'est que les boucliers, déjà, tu peux en accumuler plus. Tu peux en avoir 5 au lieu des potions 3. Wow. Et les potions, tu peux en emmener qu'une avec toi. Oui, mais si tu emmènes plus de boucliers, c'est moins de dés que tu peux emmener avec toi. Ouais, mais on a rarement eu le moment où on avait tellement de boucliers qu'on pouvait plus mettre de dés. Par contre, les boucliers, tu peux les cumuler, alors que la potion, t'en as qu'une. Moi, c'est le seul truc que je vois. Et on s'est dit aussi, si on était plus nombreux à jouer, les places des potions, il n'y en a que 2, donc elles seraient rapidement prises. Peut-être. Et du coup, il resterait que la place moins petit d'investir de l'or pour avoir des boucliers. Mais c'est vrai que ces boucliers, au début, on se dit, c'est qui le loser qui va acheter ça, quoi. En fait, je me demande pourquoi ils ont juste game designé ça, surtout. Bah, j'imagine que c'est une fonction en plus. Après, là, les boucliers, là où ils sont intéressants, c'est que tu as pas mal de manières pour en gagner de manière gratuite. Et c'est là où ils deviennent intéressants. C'est que tu peux en avoir offert, un peu comme ça. Et du coup, ça pose la question, cette action est-elle vraiment nécessaire ? Je crois que tu l'as fait à la fin pour me troller. Oui, je crois que j'ai fait pour le troller, en disant, bah, écoute, je suis tellement en avant, j'ai tellement de thunes. C'est quoi, je vais acheter des boucliers. Je vais mettre ton nom dessus. Ouais. Bah, au moins, il y a mon nom quelque part. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté très aléatoire, du fait que toi, t'as raté ta première action, moi pas. Ça, c'est quand même un peu étrange. C'est vraiment très, très aléatoire. Et puis, ce côté je gagne de plus en plus, il était un peu troublant. Mais j'aurais bien aimé que tu rates pas le premier tour, parce que du coup, on aurait pu voir si toi aussi, tu avais vécu l'histoire d'une création de clan ou pas, tu vois. Il y a peu de chance, quand même. On sait pas. Non, il y a peu de chance. C'est quand même alors, c'est un traquenard, ce jeu. Le gars... Un piège, tu veux dire. Non, parce qu'il y a un module traquenard. C'est vrai. En fait, c'est un jeu de placement d'ouvriers, mais vraiment, il est déguisé avec des monstres et tout. En fait, on te survend quelque chose. Je comprends pourquoi ils ont tout misé sur le graphisme. Parce qu'en fait, leur but, c'est de dire non, mais on sait bien qu'en fait, notre jeu, il a rien de spécial. C'est juste, tu places des ouvriers quelque part, tu gagnes des actions. Et du coup, ils savaient très bien que tout le monde s'en foutrait. Non, alors je suis pas d'accord. Parce que justement, il y a ce côté aussi prise de risque. Un peu, tu sais, comme d'autres jeux de dés, par exemple. À savoir, est-ce que tu continues de jouer ou est-ce que tu es greedy, est-ce que tu investis un peu plus, est-ce que tu mets tous tes œufs dans le même panier ou est-ce que tu es plus prudent, que t'as pas normalement dans un jeu de placement qui est très... Là, tes ouvriers, quand tu les places, ils peuvent foirer. Bah non, quand tu les places sur le marché, ils foirent pas. Non, ils foirent pas, mais quand tu les places en aventure, ils pourraient ne pas revenir ou ils pourraient... Ok, je vois ce que tu veux dire. Tu vois Donc il y a ce côté un peu, alors est-ce que je lui mets avec 1 dé, 2 dés, 3 dés ? Est-ce que je lui rajoute la potion ? Non, je vais la garder pour après. Il y a aussi le choix de la position dans l'aventure. Si t'es en premier, tu vas être le premier à fighter le monstre, mais si ça se trouve, tu vas mourir. Donc tu peux décider de te mettre plus tard,
Tu tueras peut-être pas le monstre, mais tu auras peut-être la possibilité de conquérir le territoire. Ou si l'autre s'est raté, tu vas pouvoir achever le monstre qui sera déjà blessé. Tu vois, donc il y a une espèce d'aspect en plus comme ça de tactique, on va dire un peu, que les jeux de placement n'autorisent assez peu normalement. Donc c'est un jeu de gestion, de mathématiques, de calcul, mais avec tellement d'aléatoires que de toute façon tu peux pas calculer. Non, c'est fou. Tu gères le risque. D'autre part, ils parlent d'un truc. Alors ça, franchement, quand ils disent au dos de la boîte, manipuler le résultat des dés, est-ce qu'on a fait ça? Est-ce qu'on a fait ça une seule fois? Manipuler, c'est peut-être un mot fort. On a modifié les dés avec des +1 et des trucs comme ça. Mais... Puis il y a des relances, mais c'est vrai que c'est pas de la manipulation de dés comme d'autres jeux le permettent de le faire. T'as fait une relance dans toute la partie? Non, mais on aurait pu. On aurait pu acheter puisqu'il y a des armes, des cartes d'armes, des artefacts qui donnent des trucs comme ça. Et en fait, ils sont tellement nuls ces objets. Ils sont nuls. T'en as acheté aucun. J'en ai acheté aucun parce qu'en fait, les héros coûtent le même prix. Ils sont pas moins chers, les armes. Et les armes donnent juste un petit pouvoir, comme tu dis, une relance, alors que le héros me donne des dés en plus, donc des actions en plus, et un pouvoir. Bon, bah, il n'y a pas besoin d'avoir fait PFL pour savoir que je vais plutôt acheter des héros, en fait. Et voilà pourquoi je dis qu'il y a quand même des problèmes de game design, parce que les boucliers, c'est quand même un peu inutile. Ces artefacts, finalement, c'est quand même un peu inutile. Peut-être, effectivement, que si on avait joué à 4, les places prises auraient été un problème, mais sinon, je pense que ça aurait pu être un peu plus réfléchi. Et si j'avais simplement eu tellement de chance qu'en fait, mes stratégies étaient pas forcément les plus optimes, mais que j'ai eu de la chance et que j'ai quand même gagné, mais que sur la moyenne des jeux, j'aurais peut-être dû mieux me préparer. Tu vois, peut-être que les objets à ce moment-là... Parce que, je dis ça parce qu'en fait, un des éléments mis en avant, mis en évidence dans les informations que j'ai récoltées, parce que je me suis renseigné, c'est que le jeu a été, ils le disent en anglais, c'est « heavily play-tested ». Tu vois, donc lourdement testé, quoi. Ah, mais en plus, ils se démontent pas, les gars. Ah non, ils y vont à fond, ils disent... Puis c'est vrai qu'il y a un nombre de playtesters qui est cité dans le jeu, qui est assez important. Et puis vraiment dans 3 pays différents... Ils ont vraiment playtesté le jeu dans beaucoup de ces aspects. De là, avec une seule partie, à tirer la conclusion que l'action est nulle alors que nous, elle nous a pas servi, mais elle a dû être testée, retestée, tweakée, tout ce que tu veux, 1000 fois, tu vois, parce que moi, j'aime bien le fait que le jeu a été très beaucoup playtesté. Très beaucoup, ça se dit pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Ouais. On a compris. On a compris. Et monstre playtesté, tu vois. Et ça, je trouve, c'est plutôt une qualité parce que souvent, on se plaint des jeux où, en fait, ils ont été testés par le cousin ou le stagiaire. Celui-ci, c'est pas le cas. Bah attends, on sait pas, hein, c'est pas parce que c'était dans 3 pays, c'était peut-être tous des cousins et des stagiaires. Moi, j'aimerais bien leur écrire pour ça. Il y a un ou deux playtesters dont je connais le nom parce que c'est des gens quand on trouve le nom sur d'autres jeux ou jeux vidéo ou jeux de cartes. Donc, je pense pas que ce soit que des cousins et des stagiaires. D'accord. Mais moi, j'aime bien quand même qu'il y ait une volonté de mettre de la qualité dans le test. Mais du coup, est-ce que tu as appris des trucs sur l'envers du décor du jeu? J'ai eu quelques informations, alors pas si simple que ça à trouver, parce qu'il se trouve donc que cette boîte est une boîte espagnole, Second Gate. Comme son nom ne l'indique pas, ouais. Ils sont situés à Barcelone, je crois. Ils sont à Barcelone, ouais. Exactement. Et donc, ce que j'ai appris, c'est que Second Gate, à la base, c'est une boîte de design 3D. Une boîte de design 3D qui a été créée en 2004. Ce jeu-là est leur deuxième. Le premier qu'ils ont fait, c'est un jeu qui s'appelle Besieged. J'ai jamais joué. Ah, mais c'était pas avec Cool Mini or Not? Avec Cool Mini or Not, exactement. Donc, il devait probablement y avoir des figurines. Probablement. Le thème du jeu, le thème du jeu de Besiege est assez rigolo parce qu'en gros, c'est un jeu coopératif. Ah, ce que t'aimes. J'adore. Et il s'agit de défendre une ville contre des monstres. Original. Ça me rappelle quelque chose. Et d'ailleurs, Monsterlands est la suite de la continuité du développement de leur univers. Ils ont créé un univers pour ça. Ah, mais c'est une suite alors. C'est un développement dans le même univers. D'accord. Avec cette fameuse reine Gimelda ou Gimelda, pardon. Donc là, c'est leur premier jeu. Donc comme ils n'avaient pas les moyens, ils n'ont jamais fait ça. Et donc du coup, c'est un Kickstarter. Kickstarter qui, je crois, a été assez réussi, qui a pu récolter, je crois, au total environ 400 000 €. C'est pas mal. Ouais. Et puis il y a 2700 pledgers, donc ça me paraît pas mal du tout. Pas mal du tout. Et notamment, donc les auteurs, sont les 4 personnes sur la boîte. C'est vraiment des rôles répartis. Eux-mêmes, donc ils se donnent des rôles très définis. Typiquement, Gorka Mota, lui, c'est un designer à la base et qui est fan de figurines. Il kickstart tous les jeux de figurines du monde, tu vois, ça me rappelle quelqu'un. Victor Fernandez, il le surnomme le design gourou. C'est lui qui décide toute la ligne graphique et c'est lui qui fait tout le design du site internet, du site Kickstarter, de tout ça. Enfin, il est vraiment à fond là-dedans. Il y a Sergi Solé qui est le technicien un peu qui règle tous les problèmes, mais technicien au niveau des outils, pas tellement au niveau du jeu.
Et puis enfin, il y a Daniel Schlosser, voilà, un Allemand, et qui lui est responsable un peu du marketing et puis de faire vendre un peu le produit. Est-ce que c'est lui qui est responsable du fait que ce soit un jeu de placement d'ouvriers ? Alors, c'est l'Allemand de la bande. Ah, Donc d'accord. on peut faire la théorie que oui. Ouais, je vais faire cette théorie, j'aime bien. Ce qui est rigolo, c'est qu'il n'y a aucun de ces rôles qui est lié au design de jeu. Et puis en plus, tu vois, ils restent dans leur univers à eux qu'ils ont créé. Non, mais alors ça, je suis assez d'accord, c'est pas vraiment des designers de jeux. Et ils ont ensuite d'autres projets. En ce moment, je crois qu'ils travaillent sur un jeu qui s'appelle Cactus Town. Ok. Ça te dit quelque chose? Non, Moi, je rien connais du pas. tout, ouais. Ouais, je connais pas non plus. Ils font des traductions de jeux aussi. Ils ont traduit Subterra. Ils font des traductions de jeux en espagnol. Et dans le Kickstart, ils mettent en évidence des qualités du jeu. Donc, Epic Monster Battles. Mhm. Mhm. Tu l'as ressenti? Alors là, alors non, parce que en fait, nous les monstres, on n'est pas allé beaucoup en fait. Moi, j'en ai quand même tué 2 ou 3. T'en as tué 2 ou 3. Ouais. Mais alors Epic. Moi, c'est le Epic. Ouais. Parce que j'ai lancé de 3D quoi. Et puis en fait, pour moi, pour que ce soit épique, il me manque un peu de la connaissance du monstre en fait, un peu que je sente la menace. Tu vois, là, en gros, on voit juste le nombre de dés. Là, je suis d'accord pour le côté épique, c'est peut-être un petit peu exagéré. Raté. Ouais. Il y a worker placement, ça on a bien compris. Ça c'est bon, on l'a bien vu. Ouais. Clan build-up. Quoi donc? Clan build-up, construction de clan. Voilà, moi je l'ai dit que j'avais ressenti ça. Ouais. Toi apparemment moins. Non, raté, ouais. Voilà. Et puis intensively, donc playtested, donc ça apparemment c'est le cas. Et puis il y a aussi un mode solo dont on n'a pas parlé, qu'on n'a pas fait évidemment, mais qui semble, les retours en tout cas que j'ai pu lire sont assez positifs. Où là, il y a apparemment une scénarisation plus forte. Alors, dans le livre de règles, effectivement, il y a quasiment 3 pages du livre qui est dédié à ça, avec plusieurs niveaux de difficulté, des variantes, il y a un bot, il y a pas mal de trucs. Alors, ça me donne pas du tout envie d'essayer, on va être très honnête, mais effectivement, ils ont l'air d'avoir en tout cas développé ça. C'est pas un module juste parce que c'est la mode. Ouais, et moi, ce qui m'a manqué par rapport à, on va dire, à l'ambiance, c'est que ce côté un peu, cet univers qui a l'air d'exister, qu'on perçoit vraiment graphiquement. Moi, j'ai été invité dans cet univers graphiquement. L'auteur est un dessinateur de BD qui a fait plein de trucs. Ça m'a donné envie, mais moi, il m'a manqué quand même encore un peu un peu plus d'informations, en fait, pour vraiment être dans l'univers. Tu vois. Alors que moi, il m'a manqué du fun, tu vois. ouais, évidemment. Donc voilà un peu la seule interview que j'ai trouvée, c'est une interview de Daniel Schlosser, donc l'allemand. Beaucoup de fois, il parle vraiment à quel point le côté graphique est très important. Tu vois vraiment que il y a une énorme attention qui est mise à la forme du jeu. Moi, là où je te rejoins, pour moi, le fond aurait pu être un peu plus développé aussi. Mais voilà, mais malgré tout, la forme est tellement bien mise en avant que j'aime bien. Moi, j'aime bien qu'en gros, quand il y a un effort de qualité pour faire un beau produit. Moi, je trouve que ça manque d'événements qui peuvent arriver, éventuellement. Ça manque de tactique pendant les combats de monstres, en fait, tout simplement. Qui est peut-être des petits choix à faire. Parce que juste lancer les dés pour attendre que ça se passe. C'est pas juste lancer les dés. Là où tu fais de la tactique, c'est quand tu vas définir qu'est-ce que je mets avec mon héros. Est-ce que je lui mets un piège? Est-ce que je lui mets une potion? Est-ce que je lui mets un truc? Non, mais en fait, tu mets le maximum tout le temps. T'as aucune raison de mettre moins. À moins que t'aies tellement d'actions à faire. Moi, je devais choisir à un moment donné. En guise de conclusion et de rejouabilité, alors pour moi, je vous le dis tout de suite, c'est mort. Moi, j'y rejouerai pas, ça c'est sûr. Toi, est-ce que tu y rejouerais? Curieusement, oui. Ah, c'est fou. Ah, c'est fou. Non, alors je vais t'expliquer pourquoi. Parce que déjà, bon, évidemment, c'était une victoire éclatante, donc ça donne envie. Mais au-delà de ça. T'aimes pas rester sur une victoire? Déjà, j'aime bien perdre aussi de temps en temps. Au-delà de ça, on a découvert après la partie qu'il existait de nombreux modules qu'on n'a pas utilisés. Nous, on a déjoué avec un mode un peu tutoriel, je crois, ça que tu me disais. Ces modules-là, notamment un module qui pourrait rééquilibrer, un module de confrontation entre joueurs, c'est-à-dire où les héros peuvent s'affronter les uns les autres. Avec plus d'interaction, effectivement. Avec plus d'interaction, et puis des modules qui rajoutent des modules de difficulté aussi. Ces modules-là me donnent très envie de rejouer. Moi, j'ai été pris dans le truc, j'aime bien ce qu'ils ont mis en place. C'est pas que un jeu de gestion pour moi, j'aime bien les jeux de dés aussi. Pour moi, les dés racontaient pas assez, là je te rejoins. Mais peut-être qu'il a manqué des éléments qui sont prévus par le jeu, mais que nous, on n'a pas utilisés. Et rien que pour ça, j'aurais envie de réessayer. Mais je suis aussi très curieux de savoir ce que ça donne à 4. Ouais, effectivement, à 4, peut-être que c'est un peu plus intéressant. Enfin, tu vois, je t'ai fait changer d'avis. Non, alors non, parce que j'y rejouerai pas. Mais je dirais que à 4, au moins, j'aurais pas été tout seul dernier.
Je pense qu'en fait, que le simple fait qu'il y ait 2 monstres à fighter au lieu d'un seul à 4, eh ben, ça fait qu'on est 2 à perdre, et du coup, on peut se serrer les coudes, c'est plus sympa. Oui, et puis il y a de fortes chances qu'il y ait moins de snowball si le premier ne peut pas tout gagner, parce qu'en fait, les gains sont répartis avec les autres joueurs aussi. Et puis si tu rajoutes effectivement les modules où on peut se tirer dans les pattes directement, pas juste en prenant des places. Celui qui réussit tout, il va se faire tirer dans les pattes tout le temps. Peut-être qu'effectivement, ces modules-là sont plus intéressants. Donc rien que pour ça, moi j'ai envie de lui laisser sa chance. Au niveau des retours sur le jeu, les gens sont vraiment assez dithyrambiques. Il y a peu d'avis, il y a des avis très négatifs, catégoriques, genre plus jamais. J'en ai vu un qui disait même si ma vie en dépendait, je ne rejouerai pas à ce jeu. Mais à part ces quelques avis-là, il y a plutôt des avis positifs. Je précise que c'est pas moi qui l'ai écrit celui-là. Non, c'était il y a quelques années. Et voilà, donc oui, moi j'y rejouerai. Tout à fait, j'y rejouerai volontiers. Et voilà, c'était notre test et la lecture du dos de la boîte de Monsterlands. On espère que vous avez apprécié l'écoute, même si moi j'ai pas apprécié le jeu, mais que en tout cas Xenopath a beaucoup aimé. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur iTunes, sur Facebook, sur Google ou sur toute autre plateforme qui vous plaira. Je crois même que vous pouvez nous envoyer des mails directement. Vous avez le droit. Et on vous dit à la prochaine pour une prochaine lecture d'un autre dos de la boîte. Like and subscribe quand même. Et à bientôt Xenopath. Ciao Max, merci. Ciao, ciao.